C'est l'heure de l'information et du journal Magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre comme tous les après-midi pour balayer ensemble l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Vous pouvez également nous suivre en direct et en vidéo sur Facebook et YouTube. À la une, en ce jeudi 27 février, l'affrontement entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz qui se durcit à 4 jours des élections en Israël. Nous verrons comment les deux grands partis cherchent à capter leurs électorats cibles. Nous reviendrons également sur les nouvelles mesures du ministre de la Défense israélien, Naftali Bennett, contre le Hamas. Vous écouterez dans ce journal l'analyse du géopolitologue israélien Meir Masri. L'autre grand titre de l'actualité aujourd'hui, c'est évidemment l'inquiétude qui croît jour après jour concernant le coronavirus. Un Israélien de retour d'Italie a été détecté positif aujourd'hui, alors qu'en France, Emmanuel Macron s'est exprimé tout à l'heure lors d'un déplacement surprise à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive, a prévenu le chef de l'État. Radio J. Mais on commence ce journal avec une information qui vient de tomber. Selon les médias officiels syriens, une frappe aérienne israélienne aurait visé un véhicule tout à l'heure à la frontière israélo-syrienne près de Kounetra. À l'intérieur, un militant du Hezbollah, Ahmad Al-Tawil. Pas de réaction israélienne pour le moment. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À 4 jours des élections, la campagne israélienne entre dans le dur. Les attaques personnelles entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz se multiplient. Il est désormais plus question de programme et encore moins d'opposition idéologique, mais d'un véritable choc des personnalités. Ces dernières 48 heures, le mouvement centriste Kachol Lavan avait comparé le pouvoir de Benjamin Netanyahou à celui autoritaire du chef d'État turc Recep Tayyip Erdogan dans un clip qui a suscité de nombreuses réactions en Israël. La réplique de Benjamin Netanyahou n'a évidemment pas tardé. Le chef du Likoud a brossé hier un portrait très critique de son rival Benny Gantz avec un axe de communication privilégié, la prétendue difficulté de l'ancien chef d'état-major de Tsahal à résister aux pressions. C'est d'abord cette allusion de Benjamin Netanyahou à l'affaire du piratage du téléphone de Benny Gantz l'année dernière par des hackers iraniens. Cette information révélée par les médias lors de la campagne pour l'élection de mars dernier avait été communiquée à Benny Gantz par le Shin Bet, les services intérieurs israéliens. Un Premier ministre ne peut pas être piraté par l'Iran et soumis à des pressions, a cinglé hier Benjamin Netanyahou. Un peu plus tôt dans la journée, le Premier ministre sortant avait raillé le refus de son adversaire de participer à un débat télévisé. Un Premier ministre doit être capable de résister à d'énormes pressions. Or, Gantz refuse même d'être soumis à la pression d'un débat face à moi, a déclaré Benjamin Netanyahou lors d'une interview à la radio militaire israélienne. Vous l'aurez compris, tous les efforts sont déployés par les deux partis à quelques jours du scrutin. Et puisque chaque voix compte désormais pour obtenir, sinon la majorité à la Knesset, au moins la tête du podium lundi prochain, le Likoud comme Kachol Lavan s'adresse à leurs différentes cibles électorales, y compris les plus sectorielles. Hier, Benjamin Netanyahou rencontrait ainsi les 40 Falashmoura arrivés hier d'Israël en provenance d'Éthiopie. Le mois dernier, le Premier ministre israélien avait en effet autorisé l'arrivée prochaine de 400 juifs éthiopiens qui bénéficieront de la loi du retour. Il avait également obtenu le ralliement d'un député d'origine éthiopienne de Kachol Lavan. Gadi Yevarkan siégera en 20e position sur la liste Likoud. Autant de gestes qui visent à séduire cet électorat. Voilà pour la droite. À gauche, c'est Amir Peretz qui fait parler de lui. Le chef du parti travailliste pose ses conditions pour siéger dans le futur et éventuel gouvernement Gantz. La nomination d'un ministre arabe et la tête de liste de l'alliance Avoda Gesher Meretz a déjà trouvé le candidat idéal. Il s'agit du professeur à l'université Ben Gurion dans le Negev, Alehan El-Krenaoui, d'origine bédouine. Sa nomination serait remarquable selon Amir Peretz, qui s'exprimait ce matin lors d'une conférence de presse à Tel Aviv. En bref, la défense israélienne a abattu ce matin un drone lancé depuis la bande de Gaza. C'est ce qu'a indiqué Tsahal dans un communiqué. Pas de précision néanmoins sur l'éventuel transport de projectiles par l'appareil. Selon l'armée, le drone a été pris pour cible par des avions de chasse alors qu'il volait anormalement vers l'ouest au-dessus de la Méditerranée. Nonobstant cet incident, le calme semble être de retour dans le sud du pays. Israël a réouvert ce matin les points de passage d'Erez et de Kerem Shalom avec la bande de Gaza.
La zone de pêche sera également étendue à 15 000 marins, mais Naftali Bennett a annoncé dans le même temps la saisie de fonds destinés au Hamas. 4 millions de dollars ont été transférés depuis l'Iran vers le groupe terroriste gazaoui. La pieuvre iranienne déploie ses tentacules autour de nous, a affirmé le ministre de la Défense israélien. Notre activité de contre-terrorisme ne se limite pas uniquement au champ de bataille, mais touche également le portefeuille. Le décret vise la société de change palestinienne chargée des transferts entre le Hamas et la République islamique d'Iran. Téhéran, dont le principal allié dans la bande de Gaza n'est pas le Hamas, mais le djihad islamique. L'organisation terroriste a été frappée par l'armée israélienne il y a quelques jours à Gaza, mais aussi en Syrie. Pour quelles raisons? Élément de réponse avec le spécialiste israélien du monde arabe à l'université hébraïque de Jérusalem, Meir Masri. Il répondait tout à l'heure aux questions de Pascal Sunshine. Contrairement au Hamas, le djihad islamique soutient le régime de Bachar el-Assad. Il a soutenu tout au long de la guerre civile, tout au long du conflit. Pour tout d'abord une raison extrêmement fondamentale, c'est que le djihad islamique est un pantin en main de la République islamique d'Iran. Et donc il n'y a pas de politique étrangère autonome, contrairement au Hamas qui a réussi à jouer sur plusieurs tableaux à la fois, mais qui reste un mouvement arabe. Le djihad islamique est une organisation qui a été très rapidement placée sur la liste des organisations terroristes pour son implication dans la guerre civile libanaise, entre autres. Par exemple, ils ont revendiqué officiellement l'assassinat du chef de l'antenne de la CIA à Beyrouth en 1987, entre autres assassinats politiques. Ils ont été expulsés par l'Égypte de Moubarak en 1981, dès l'accession de Moubarak au pouvoir, pour leur implication supposée dans l'assassinat du président Anwar el-Sadat. Donc tout ça, c'est pour vous dire que très rapidement, très tôt, même par des pays arabes, le Hezbollah a été considéré comme une organisation terroriste, ou en tout cas a été expulsé. C'est une organisation qui a une forte dimension révolutionnaire. C'est un fait inédit dans l'histoire des idées politiques qu'un groupe religieux épouse des idées révolutionnaires. Cette rencontre incroyable entre l'islamisme et une sorte d'un gauchisme tiers-mondiste, revanchard, qui en veut à l'Occident et qui mène une action terroriste. Et c'est tout l'apport de la révolution islamique d'Iran. C'est cela, en fait, la révolution islamique d'Iran, c'est la rencontre entre la gauche et l'islamisme. Et à l'image de la révolution islamique iranienne, eh bien, on voit le djihad islamique, qui est, on peut dire, le seul mouvement non chiite dans le monde, le seul mouvement sunnite à être de cette nature, ce qui bien entendu est extrêmement précieux pour les Iraniens, qui tout au long des 3 dernières décennies, ou des 4 dernières décennies, ont cherché à prouver au monde qu'ils représentaient l'islam, qu'ils étaient le leader de l'islam dans le monde, et non pas seulement des chiites, que ce n'est pas du tout une république communautariste. Et donc ils ont toujours eu besoin d'avoir des groupes sunnites. Et ils ont eu beaucoup de mal, il faut le dire. Et donc, de ce point de vue-là, le djihad islamique a bien joué le rôle, ce qui lui a donné toute sa force. Parce que le djihad islamique est beaucoup moins fort que le Hamas. Le djihad islamique n'a pas le Justement, mais ça m'amène à essayer maintenant que vous avez présenté l'image générale, de recentrer un peu sur la bande de Gaza. Vous avez décrit donc cette organisation du djihad islamique avec ses spécificités dans le contexte concret de la bande de Gaza. Quelle est sa marge de manœuvre par rapport au Hamas, ou à l'inverse, dans quelle mesure le Hamas a les moyens de contrôler les initiatives du djihad islamique contre Israël? Alors, je vais vous dire, le djihad islamique, ce sont des terroristes un petit peu intellectuels, si j'ose dire, un peu pas très connectés avec la population locale. Ils n'ont pas le réseau, la présence qu'a le Hamas. Donc, de ce point de vue-là, leur marge de manœuvre est extrêmement limitée. S'ils existent, c'est parce que le Hamas veut bien qu'ils existent. Tout d'abord pour renforcer ses relations, je parle du Hamas, avec l'Iran. Et puis deuxièmement, pour montrer que ce n'est pas que le Hamas qui gère Gaza, c'est la résistance palestinienne, islamique, dans toute sa diversité. Ce sont les factions qui représentent toutes les tendances. Donc il y a un désir de la part du Hamas de montrer qu'ils ne sont pas les seuls à gouverner la bande de Gaza, tout simplement pour maintenir la relation avec l'Iran, comme je l'ai évoqué, et aussi pour ne pas encaisser seul tous les coups. Et de temps en temps, d'ailleurs, on le voit, il y a des roquettes qui sont lancées sur Israël, et puis on
on va vous dire, ah mais non, c'est pas nous, c'est le djihad islamique, bon, on va voir ce qui se passe. Mais tout cela, bien entendu, est dérisoire parce que le Hamas est un groupe beaucoup plus puissant que le djihad islamique. Il contrôle fermement la bande de Gaza, à tel point que le Fatah, qui est un mouvement aussi très important, est inexistant dans la bande de Gaza. Donc si le Hamas a réussi à expulser le Fatah, ça prouve vraiment qu'ils sont les maîtres de la bande de Gaza. Ils se partagent les rôles, Hamas et djihad islamique, mais le Hamas est le seul maître de la bande de Gaza. Le djihad islamique joue un rôle qui lui est qui lui est accordé par le Hamas. Meher Masri, maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem. Oui Philippe, on ouvre la page coronavirus de cette édition. L'inquiétude est encore montée d'un cran ces dernières 24 heures. Les nouveaux cas de contamination se multiplient dans le monde. Et en Israël, Gabriel Attal, un ressortissant israélien revenu d'Italie, a été diagnostiqué porteur du coronavirus. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de la Santé. C'est le premier cas d'Israélien de retour d'Italie porteur du virus. Cet homme arrivera dimanche après-midi sur un avion de la compagnie El Al. Les autres Israéliens contaminés revenaient du navire de croisière Diamond Princess au large du Japon. Le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, a déclaré qu'il réfléchissait à interdire l'accès à l'État hébreu à toute personne voyageant d'Italie. Des Israéliens revenant d'Italie devront également observer une période de quarantaine de 2 semaines. Et en parallèle, Gabriel, 2 nouveaux passagers israéliens du navire de croisière japonais Diamond Princess que vous venez d'évoquer ont été libérés de l'hôpital militaire de Tokyo. Il s'agit de Shimon Dahan et Rochal Oharim, le mari de cette dernière étant toujours hospitalisé dans la capitale nippone. Rochal va attendre la semaine prochaine qu'il soit libéré pour rentrer. Le couple regagnera ensuite Israël ensemble. Shimon Dahan réside lui actuellement au Bet Rabat de Tokyo en attendant son vol vers Israël. Et en France, ce sont 6 nouveaux cas de contamination qui ont été confirmés, Gabriel, en moins de 48 heures. Parmi les nouveaux cas annoncés, 4 ne présentent pas de forme grave de la maladie. Un homme de 36 ans de retour de Lombardie est toujours hospitalisé à Strasbourg. Une franco-chinoise de 33 ans de retour de Chine a été hospitalisée à Paris mais a pu rentrer chez elle hier. Le 3e est un homme de 64 ans qui avait effectué des séjours répétés en Lombardie. Il est hospitalisé à Annecy. En revanche, le 4e patient est dans une situation plus inquiétante. Il s'agit d'un homme de 55 ans originaire de l'Oise hospitalisé à Amiens dans une situation clinique grave en réanimation selon le ministère de la Santé. La rentrée scolaire n'aura lieu que lundi, mais le rectorat a déjà prévenu les familles des élèves pour agir au plus vite en cas d'apparition de symptômes. Et le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé que le reste des festivités du carnaval de la ville jusqu'à samedi soir étaient annulées. Dans ce contexte, Emmanuel Macron a mené ce matin une visite surprise à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le président de la République était accompagné par son ministre de la Santé, Olivier Véran, et il a fait un point sur l'avancée de l'épidémie en France. On écoute tout de suite Emmanuel Macron. Pour avoir une information transparente, et c'est ce que je vous remercie tout le monde tâche de faire pour que nos concitoyens savent, etc., qu'on puisse s'organiser sans que ça crée d'effets de panique injustifiés, parce que vous avez, je crois, remis les choses en endroit. On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. On sait que certains pays sont d'ores et déjà beaucoup plus même touchés que nous. Ça suppose de s'organiser à chaque étape sans doute différemment. Et on va devoir l'affronter au mieux, avec la vie qui continue. Et à l'occasion de sa visite à la Pitié-Salpêtrière ce matin, Emmanuel Macron, Gabriel, a été interpellé par plusieurs médecins en colère ou au minimum inquiet. Quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public, a lancé un neurologue au président français. Le médecin spécialiste a supplié le chef de l'État de développer les moyens alloués à l'hôpital public. Les moyens de nous donner les moyens de soigner nos patients. Les personnels hospitaliers, le corps soignant dans son ensemble a fait tous les efforts nécessaires. Nous sommes au bout, oui. Mais on a besoin d'un choc. Vous aimez bien les chocs, donc un choc d'attractivité. Il faut absolument refinancer en urgence l'hôpital public. Je suis vraiment désolé, mais c'est extrêmement important. Je ne suis pas là pour moi, vous avez compris. Je sais. Je suis là. Vous savez qui est derrière moi? L'ensemble du corps soignant. Et on ne peut pas se contenter des faits d'annonce. Je suis désolé. Non, mais moi je ne suis pas pour les effets d'annonce. Non, d'accord. Mais on est passé par un an de déni. Après, on a fait le constat. Maintenant, il faut agir.
Dans le reste du monde, l'Arabie Saoudite a annoncé suspendre temporairement l'entrée des pèlerins se rendant à la Mecque pour prévenir l'arrivée du nouveau coronavirus. Gabriel. Riyad n'a annoncé aucune infection au Covid-19 sur son sol, mais la plupart des pays voisins ont enregistré des dizaines de cas ces derniers jours, en majorité des personnes revenant d'un pèlerinage chiite en Iran où la maladie a fait 26 morts, bilan le plus lourd après celui de la Chine, foyer de l'épidémie. 245 personnes sont infectées par le Covid-19. En Corée du Sud, le bilan est également lourd avec 13 décès et 1766 cas confirmés de contamination. Rome a annoncé avoir recensé 100 nouveaux cas confirmés de contamination, portant le total à 528. Le nombre de morts dus au coronavirus en Italie s'élève à présent à 14. L'Estonie a annoncé également aujourd'hui un premier cas de contamination au nouveau coronavirus. Il s'agit d'un Iranien résidant dans le pays balte, rentré d'Iran la veille. Le ministère de la Santé a fait savoir qu'il y a 2 nouveaux cas de coronavirus détectés en Grèce, portant le total à 3. L'un est l'enfant de la personne hospitalisée à Thessalonique, dans le nord du pays, tandis que l'autre est une femme hospitalisée à Athènes, la capitale. Et aux États-Unis, Donald Trump a nommé hier Mike Pence son vice-président pour coordonner la lutte contre le coronavirus aux États-Unis. Selon le président américain, Mike Pence est un expert pour avoir dirigé en 2014 la lutte face à un autre coronavirus, le MERS, lorsqu'il était gouverneur de l'Indiana. Le chef de l'État s'est efforcé de rassurer la population américaine et les marchés inquiets par la propagation du virus et a assuré que le risque de contagion étendu dans le pays était très faible. On termine avec du cinéma. Le réalisateur franco-polonais Roman Polanski annonce aujourd'hui qu'il n'assistera pas à la 45e cérémonie des Césars demain soir. Son film J'accuse a été nommé dans 12 catégories, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur. C'est avec regret que je prends cette décision, celle de ne pas affronter un tribunal d'opinion autoproclamé, prêt à fouler aux pieds les principes de l'État de droit pour que l'irrationnel triomphe à nouveau sans partage, a déclaré le cinéaste. Merci Gabriel Attal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la paracha de la semaine par le rabbin Nissem Baum, suivi de Pont Neuf présenté par Shlomo Malka. On se quitte avec de la musique et le nouveau titre d'Eden Hasson. L'info revient à 15h avec le Flash. Excellent après-midi. Prenez soin de vous.